Voilà, donc ici, je vais faire une petite vidéo concernant donc un petit bouquin que je conseillerais pas dans n'importe quelle main, notamment bon, pour ceux qui sont eurosceptiques et qui veulent comprendre les démarches de l'Union européenne, quels étaient les critères de base lors de sa création, et quels sont, je veux dire, ses arguments actuels. Donc, s'il n'y a pas divergence par rapport aux prémices de la création de l'Union européenne. Alors, ce livre se veut donc un guide, donc, comme je viens de vous dire, à l'usage des eurosceptiques. Ce livre se dénomme Les salauds de l'Europe, qui a été écrit par par Jean Quatremer, aux éditions Calman-Lévy, je crois. Voilà, donc ici, il part des bases, de la création de l'Union au travers de pays, bien sûr, mais d'hommes. Et l'histoire de la création de l'Union européenne, avec, comme je vous ai dit, les prémices qui étaient d'asseoir une politique européenne forte dans un monde, je veux dire, qui connaît des vicissitudes à tous les niveaux. Et donc de rassembler l'Europe au travers de différents pays qui adhéraient à un projet politique européen, parce que d'autres pays n'ont pas adhéré à ce projet européen et sont restés, je veux dire, en dehors de l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne s'est forgée, je veux dire, une entité au travers d'un drapeau qui reprend les étoiles des différents pays au sein de l'Union européenne. Bon. Alors, est-ce que les pays sont d'accord d'être au sein de l'Union européenne? Mais les pays, ça veut rien dire parce que derrière les pays se cache une population et un pouvoir. Et donc, la population devrait décider de l'entrée ou non dans l'Union européenne. Mais le problème, c'est que, je veux dire, des pays ont été entrés de gré en montrant, je veux dire, une facette de l'Union européenne qui allait être présentable. Or, d'après Jean Quatremer, qui fait le bilan de l'Union européenne, il constate que on ne revient pas vers une société plus sociale, plus avec plus de liberté, etc. Mais on revient vers des sociétés, je veux dire, qui sont, on va dire, martelées par de gros problèmes à tous les niveaux, que ce soit des problèmes sociétaux, des problèmes sociaux, sociétaux, ou encore des problèmes politiques, encore des problèmes économiques, etc. etc. Voilà, donc il y a toute une panoplie de problèmes qui viennent cumuler et faire en sorte que certaines nations ne se retrouvent plus par rapport à une époque qui fut, je veux dire, pour certains pays, l'Éden. Bon, je parle par exemple de la Belgique qui était dans les années 60-70. Bon, un Éden, je veux dire, à tous les niveaux. Bon, au niveau moral, et je dirais même en dessous des années 60, on a toujours trouvé, je veux dire, des populations dire avec de certaines valeurs morales au travers, bien sûr, de personnes qui allaient tous les jours à la messe et qui canalisaient leur voilà, qui canalisaient, je veux dire, les forces du mal au travers de la religion. C'est-à-dire la chrétienté. Les gens étaient chrétiens, ils allaient tous les jours à la messe. Et je veux dire, bon, à ce niveau-là, ils canalisaient leur déviance. Voilà. Alors que maintenant, comme il y a moins de valeur morale, ben, ce sont les tribunaux qui canalisent, je veux dire, tout ça. Et les tribunaux sont saturés d'affaires parce qu'il n'y a plus un système de
qui vient canaliser, je veux dire, les déviances des gens. Voilà, puisqu'on retire les valeurs morales, certaines valeurs morales, on les retire. Et bien sûr, à un moment donné, si les tribunaux se sentent saturés par diverses affaires de déviance qui auraient pu, je veux dire, être pris en charge au niveau de la société par voilà, par des aspects religieux. Voilà. Alors ça, ce que je viens de vous dire, c'est qu'un cas de figure où on peut voir que bon, la Belgique était très bien à ce niveau-là, parce que bon, il y avait moins de voleurs. Hein, quand on sait canaliser les déviances des gens, eh bien, on a moins de criminalité, moins de voilà, moins de vols, moins de mensonges, une société qui tient mieux au niveau voilà, des couples, des personnes, etc., etc., et qui fait qu'on a une société déjà plus stabilisée. Bon, donc c'est plus le cas maintenant, puisque les religions sont de plus en plus écartées, hein, et qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve, je veux dire, avec de plus en plus de gens qui sont déviants, et il n'y a personne qui sait les canaliser, mis à part, je veux dire, les tribunaux. Maintenant, c'est pas que ce point de vue-là où la Belgique a perdu ses valeurs, mais elle a perdu ses valeurs au niveau, bien sûr, de toute son industrie. La Belgique était un pays très puissant, qui était deuxième puissance derrière l'Angleterre, par exemple, si je prends il fut un temps, dans les années 1800, 1900, je me rappelle plus de quelle époque, mais il fut un temps, la Belgique était deuxième puissance industrielle derrière l'Angleterre, bien sûr, l'Angleterre ayant fourni pas mal d'aide à la Belgique, hein, au niveau financier et au niveau industriel, au niveau des brevets industriels qui ont été donnés à la Belgique, au niveau notamment des aciéries, des coqueries, etc., etc., hein, et qui a fait en sorte que la Belgique a évolué d'une certaine manière, qui a fait que la Belgique est un pays très puissant. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus retourner en arrière, retrouver cette Belgique puissante avec certaines valeurs. Ben, au travers de l'Union européenne, beaucoup de valeurs ont été perdues. Notamment, bon, on sait bien que qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer que quand on est englobé au sein d'une communauté, ben, je veux dire, on apporte des bribes de valeurs, mais pas les valeurs, je veux dire, intégrales euh, de la société belge, voilà, d'époque. Justement, on est, on va dire, noyé dans un, dans une communauté de valeurs, et donc fatalement, on a tendance à perdre ces valeurs du fait que ses propres valeurs sont noyées dans d'autres valeurs. Alors maintenant, ce qui fait en sorte que bon, beaucoup de personnes sont devenues eurosceptiques, ben, c'est parce qu'en fait il y a eu des grands scandales qui ont pris des proportions, je veux dire, non pas des proportions d'État, mais des proportions euh, plus grandioses que celles des scandales d'État. Et c'est ça qui a fait que, parce que quand on a un scandale d'État, ben, bon, ça concerne, je veux dire, un pays, mais quand on a un scandale, je veux dire, au niveau de l'Union européenne, mais voilà, et les scandales au niveau de l'Union européenne sont connus. Sont connus. Et donc là, au niveau du bilan, il en fait un bilan et il montre que bon, certaines choses ne vont pas. Hein, notamment, je veux dire, au niveau des entreprises, bon, des entreprises qui partent délocalisées vers d'autres cieux hors de l'Europe. Des populations bon, qui connaissent, je veux dire, des crises multiformes, sociétales, de logement, etc., etc., euh, qui a pris plus d'ampleur que quand un État était plus souverain, on va dire. Voilà. Et donc, maintenant, le livre se pose des questions et se dit pourquoi on a placé Manuel Barroso, par exemple, d'où vient-il? Pourquoi on a placé Juncker et qui était-il? Qui étaient ces personnages-là avant qu'ils deviennent, je veux dire, pour qui travaillaient-ils? Pour quel pays travaillaient-ils? Voilà, hein,
s'il se pose les bonnes questions. Hein, et si la personne travaille pour un certain pays, ben, est-ce que le pays, là, était déjà bien géré avant de gérer l'Europe? Dans le sens, par exemple, si je prends Juncker, bon, il a travaillé pour le Luxembourg. Ben, voilà, c'était voilà. Mais le Luxembourg, le problème, c'est on sait bien que c'était un paradis fiscal. Hein. Donc, bon, mettre Juncker, qui vient d'un paradis, qui vient d'un pays où il y avait des paradis fiscaux, le mettre dans l'Europe, ça pose question. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Voilà. Et donc, on peut se poser les mêmes questions pour monsieur, par exemple, Barroso. Par exemple, voilà. Et c'est le livre qui explique tout ça, en fait. Hein. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien à expliquer là-dessus. Moi, je prends tout simplement ce livre que je conseille tout simplement aux eurosceptiques ou ceux qui voudraient devenir eurosceptiques sans faire, je veux dire, de politique de ma part. Voilà, c'est juste une présentation du bouquin. Celui qui a envie de lire, il lit. Celui qui n'a pas envie de lire, il ne lit pas. Mais sachez qu'ils disent certaines vérités, et donc on peut pas aller contre, je veux dire, se compromettre face à la vérité. Ça, bon, fatalement, une vérité est une vérité. Hein. Quand il dit certaines choses, on ne peut qu'acquiescer. Donc, c'est pas pour autant qu'on peut être partisan euh, ou, euh, ou non d'une Europe ou pas. Bon, chacun a son point de vue là-dessus. Voilà, et moi je n'ai pas de point de vue là-dessus, donc c'est tout simplement que je vous montre un bouquin que je présente donc, sans arrière-pensée politique. Voilà. Et donc ce monsieur Jean Quatremer, bon, fait bon, un bilan, et donc fatalement quand il y a le bilan, il fait état des lieux, c'est-à-dire des différentes compromissions de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, avec ses points de vue négatifs, ses points de vue négatifs. Sachez qu'il y a des points de vue positifs pour moi dans l'Union européenne, d'office. Hein. Si je prends le tribunal pénal, le tribunal de juridiction européenne, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, tribunal européen, il n'y a pas mieux. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'on peut prendre les choses qui sont bien et rejeter les choses qui sont mauvaises? Ben, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Voilà, je sais pas vous répondre à ça. Mais en tout cas, le tribunal européen, c'est quelque chose de très bien fait, parce que les personnes qui sont lésées au niveau d'un État peuvent faire appel, je veux dire, aux tribunaux européens pour se défendre. Et voilà. Et donc, si un parti pris au niveau d'un État, ben, en allant à l'Union européenne, peut défendre l'intérêt de la personne, malgré elle n'a pas été bien défendue, je veux dire, au niveau d'un État. Mais ça, bon, ça c'est très bien. Ça. Les juridictions européennes sont magnifiques pour ça. Maintenant, d'autres ne le sont pas, hein, parce que la politique européenne sur les climats, bon, flanche et n'apporte pas de mesures concrètes et réelles pour pouvoir sortir, je veux dire, par exemple, de tout ce qui est carbone. Carbone. Bon, on n'arrive pas à y sortir. Hein. Alors que la voiture électrique a été déjà bon, inventée depuis un certain moment, on est toujours aux voitures à pollution essence et diesel, et tout pollue. Hein. Le fait de créer quoi que ce soit, même une voiture électrique va polluer, ça d'office. Mais bon, on n'aura pas des rejets de carbone, quoi qu'on en aura à la base au niveau de l'industrie, mais je veux dire, on n'en aura pas à tous les véhicules qui sortent, voilà, à leur échappement des gaz voilà, euh, soit brûlé ou imbrûlé au niveau de l'atmosphère. Voilà. Bon, une voiture, c'est pas grave. Le problème, c'est que le problème de la pollution, c'est pas une voiture qui fait qu'il y a pollution, hein, ni deux. C'est parce que la population étant sans cesse en train de croître, on est 7 milliards de personnes sur Terre. S'il y a 4 milliards de voitures qui circulent, mais ça fait 4 milliards de voitures qui éjectent, je vais dire, des gaz brûlés ou imbrûlés dans l'atmosphère. Et ça fait énormément par rapport avant où les populations étaient plus. On n'était que 3-4 milliards. Hein, maintenant on est passé à 7 milliards. Bon, le moindre souffle de chaque personne fait en sorte que la Terre, bon, perçoit ces différents souffles. C'est ça que je veux dire par là. Alors bon, maintenant, comme je vous dis, comme c'est un bilan, dans les bilans, on tire ce qui va et ce qui ne va pas. Bon, et là, ce bouquin-là tire les enseignements de certains échecs, donc de l'Union européenne, au travers, bon, des personnages influents qui interviennent au niveau de l'Union européenne, quels ont été, je veux dire, leur passé, est-ce qu'ils ont eu un bon passé, ou est-ce qu'ils proviennent, je veux dire, voilà,
voilà, il faut voir le passé des personnes qui sont au sein de l'Union européenne pour pouvoir en juger et critiquer, et en faire une critique, soit positive ou négative. Et donc à ce moment-là, cette personne-là, Jean Quatremer, se permet donc de faire un bilan, de tirer certaines accusations, hein, est-ce qu'il aurait tort à raison, à tort à raison, mais c'est le lecteur qui permettra de juger. Bon, sachant il a écrit bien sûr un livre avec des preuves, on ne peut pas lui accuser que bon, il a écrit un livre en racontant n'importe quoi, sinon ce serait de la diffamation aussi. Voilà, on est dans la diffamation à ce moment-là. Donc, s'il écrit des livres, c'est avec des choses bon, qu'il a étudiées, qui sont, je veux dire, où il y a des preuves. Bon, parce qu'il ne peut pas écrire n'importe quoi non plus, hein. Voilà. Et donc, les personnes qui vont lire ce bouquin, bon, peuvent avoir une certaine critique ou pas des écrits de l'auteur qui est Jean Quatremer. Parce que ce monsieur Jean Quatremer, en faisant le bilan, on se dit, est-ce que l'Union européenne aurait-elle bien fait d'être créée, hein? Est-ce que ça a profité à certains et pas à une population qui devait censé récolter les fruits bons de l'Union européenne? Est-ce que les pères fondateurs avaient des bonnes idées? Est-ce que ceux qui ont suivi les pères fondateurs ont-ils fait en sorte de suivre on va dire l'idée principale des pères fondateurs? Parce que si on diverge de l'idée générale de la fondation de l'Union européenne des pères fondateurs, ben, je veux dire, on n'est plus dans les mêmes principes, dans les mêmes principes, hein. Si les pères fondateurs ont voulu une société plus sociale, euh, et que maintenant on en a arrivé à une société plus libérale, mais je veux dire, ça répond plus, je veux dire, je veux dire, à l'origine de la création de l'Union européenne. Donc, ça voudrait dire qu'il y a eu un bouleversement, et ce bouleversement a tendance, je veux dire, à s'écarter des idées principales des pères fondateurs qui ont créé l'Union européenne, en fait. Voilà. Et donc, le fait de diverger comme ceci, Jean Quatremer se pose la question, est-ce que les personnalités de maintenant qui gouvernent, enfin, qui gouvernent l'Union européenne n'ont pas trahi, je veux dire, comment on appelle ça, les idées principales des pères fondateurs. Puisqu'il y a une divergence importante, mais ça pourrait sembler pour M. Quatremer une trahison, je veux dire, du rêve des pères fondateurs. C'est-à-dire qu'il y avait une, une certaine vision de l'Union européenne avec une vue de l'Union européenne qui pourrait, je veux dire, être bénéfique pour toutes les populations au sein de l'Union européenne et donc créer sur une base de pierre angulaire qui fera en sorte que les sociétés au sein de l'Union européenne en sortiraient gagnantes et comment on appelle ça, heureuses. Heureuses. Voilà. Est-ce que maintenant, par rapport aux idéaux des pères fondateurs qui voyaient leur population plutôt heureuse lors de la création de l'Union européenne, par rapport à maintenant, est-ce que les populations semblent heureuses alors qu'on semble voir qu'il existe toute une panoplie de problèmes concernant, je veux dire, les sociétés européennes. Et les différents problèmes, vous les connaissez. On en est arrivé à un problème climatique, on en est arrivé à des problèmes majeurs de sociétés voilà, qui sont devenues égocentriques. Voilà, et voilà,
des sociétés qui sont devenues, on va dire, comment on appelle ça? Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, qui sont devenus des pays libéraux. Voilà, c'est ça, des pays libéraux. Voilà. Voilà. Est-ce que le social, certains sont libéraux, d'autres plus social, mais le social répond, voilà, à, on va dire une problématique sociale. Voilà. Alors que le libéral euh, est plus, je veux dire, quelque chose qui mène vers l'égocentrisme. L'égocentrisme. Voilà, le libéral mène plus vers l'égocentrisme. Et donc, euh, le libéral, c'est une forme de richesse qui semble ne pas se partager, je veux dire, de façon, je veux dire, équitable. Et donc, ça crée, on va dire, des tensions entre des personnes de niveau moyen ou à faible revenu, en contradiction avec des personnes qui ont des très gros revenus et qui créent une certaine jalousie, je dirais plutôt une jalousie de certaines personnes qui n'ont pas les moyens ou qui ont des revenus, on va dire, justes par rapport à d'autres qui s'engouffrent de revenus. Et alors, bon, certains diront que ce sont des revenus mal acquis pour les riches. Les riches ont des revenus mal acquis. Par contre, les riches diront aux pauvres que, ouais, tu jalouses les riches, mais en fait, qu'as-tu fait pour qu'avez-vous fait pour rester dans votre si vous êtes en bas, mais c'est parce qu'en fait vous le méritez d'être en bas, parce qu'en fait vous n'avez pas fait en sorte de faire le nécessaire pour monter de classe sociale et devenir plus riche. C'est ça. En fait, voilà. Donc en fait euh, c'est un éclatement qui fait en sorte qu'on a un éclatement qui est une division entre riches, on va dire pauvres, dire voilà, qui a toujours existé de tout temps, riche et pauvre. Mais quand je dis riche et pauvre, c'est pas forcément pauvre, ça peut être une classe moyenne aussi, hein. Voilà. Hein, parce que je classe dans les pauvres, il y a la classe moyenne. La classe moyenne comprend les pauvres parce que une classe moyenne peut tomber dans la pauvreté. Voilà. Le pauvre ne comprend pas le riche, mais quand le pauvre gagne demain au loto, il deviendra gagner au loto, il deviendrait riche. Mais il va se comporter comme un riche. Il va oublier un petit peu les pauvres. La preuve, c'est que la plupart des gens qui gagnent au loto, bon, ils vont aller dans des lieux de riches. Hein, il va quitter les lieux pour aller dans des lieux de riches. Ça veut dire qu'il va quitter son lieu où il vivait, je veux dire, on va dire décemment ou pas, décemment ou pas, ça veut dire qu'il était dans une classe moyenne ou une classe pauvre, mais il va quitter ces lieux pour aller vers un lieu de riche. Donc le pauvre peut basculer de frontières pour aller de la pauvreté ou de la classe moyenne vers la richesse, mais il va se comporter comme un riche, c'est-à-dire qu'il va voir de haut, euh, euh, voilà, il va voir de haut il va voir de haut les pauvres. Voilà, donc on peut changer de classe moyenne. Et dans un premier temps, on est dans une certaine classe et on juge la classe au-dessus. Mais quand on est dans la classe au-dessus, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on devient comme ceux d'au-dessus, ben, on crache sur ceux d'en bas. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Et je veux dire, les luttes, ça a toujours existé, hein. Les luttes au niveau politique, c'est toujours des divisions qui font qu'il y a des luttes. Une fois qu'il y a une division, il y a une lutte. Parce que s'il n'y a pas de division, c'est qu'il y a une union. Une union. S'il n'y a pas de division, il y a une union. Or, l'Union européenne, il y a le terme union. C'était pour réunir. Or, on ne sait pas, bien sûr, on sait réunir des pays, mais on ne sait pas réunir tous tout ce qui est, je veux dire, particularité, c'est-à-dire, par exemple, riche et pauvre. Ah, mettre dans l'union, faire en sorte que tout le monde soit de la même façon, ça s'appelle du communisme. Voilà, donc on comprend tout de suite que dans l'union, il y aura des riches et il y aura des pauvres. Et il y aura bien sûr pas que des pauvres, parce que ça provoquerait des problèmes
pour les gouvernements et les pouvoirs. Donc il faut une classe moyenne. Beaucoup de classes moyennes, très peu de pauvres, et je veux dire euh, de gros riches, gros riches, voilà, qui participent bien sûr à la vie économique des nations au sein de l'Union européenne, mais qu'on leur tolère, je veux dire, de devenir riches par exemple, des évasions fiscales. Voilà. On se taira du moment qu'ils apportent, je veux dire, leur contribution au niveau de l'Union européenne, on se taira, on ne verra pas leur évasion fiscale. Voilà. On leur fera un cadeau d'évasion fiscale pour autant qu'ils rapportent, je veux dire, à l'Union européenne. Voilà. Donc on va créer, je veux dire, des dissensions, par exemple homme-femme, hein, on va créer des dissensions homme-femme, on va créer des dissensions riches ou classe moyenne contre pauvres, hein, on va lui, voilà, des luttes, voilà, des vieux avec les jeunes, hein, créer des dissensions vieux-jeunes, on va créer des dissensions, voilà, des personnes saines avec des personnes malades, et voilà, vous pouvez comprendre qu'il y aura à chaque fois des dissensions qui peuvent se créer entre deux classes qui, voilà, deux classes qui feront en sorte qu'il y aura toujours des oppositions et jamais d'union, jamais d'union. Voilà, donc il y aura toujours des oppositions, je veux dire, entre voilà, des classes, hein, classe des hommes et des femmes, hein, la classe des vieux et des jeunes, la classe des malades, la classe des gens sains, la classe des riches et la classe des pauvres. Voilà, la classe de ceux qui doivent se réveiller au matin et de ceux qui se réveillent pas le matin, la classe de, voilà, pour aller travailler, par exemple, des gens qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent qui ne travaillent pas du tout. Hein, voilà, on peut créer différentes classes comme ça et il y aura des luttes probables, enfin sûrement des luttes à chaque fois entre les deux classes ainsi, je veux dire, créées. Alors donc, ce livre de Jean Quatremer fait le bilan et il apporte euh, les, les arguments de ce que la communauté européenne a finalement, je vais dire finalement parce que dans le sens par opposition au début, hein, finalement, ça veut dire maintenant, qu'est-ce que l'Union européenne a apporté maintenant et non pas à la création des pères fondateurs qui avaient peut-être une certaine vue d'esprit, un idéal qui était, je veux dire, qui était, comment on appelle ça, preneur par tous les gens au sein de l'Union. Parce qu'en fait, ils avaient des idéaux qui étaient, je veux dire, un rêve idéal pour les populations au sein de l'Union. Hein, je veux dire, les gens en ont rêvé et bon, on fait un parti pris des pères fondateurs de l'Union européenne parce qu'ils avaient une vision, un idéal qui était, on va dire, relativement bon. Voilà. Par contre, maintenant, tellement qu'il a divergé, est-ce qu'ils n'ont pas été trahis et que maintenant, on est plus, je veux dire, euh, euh, on est plus, je veux dire, dans quelque chose qui est plutôt négatif pour certaines personnes, mais positif, négatif négatif pour une communauté intérieure, je veux dire, pour une majorité de personnes à l'intérieur, bon, c'est négatif, mais pour une minorité qui récolte les fruits de l'Union européenne, ben, pour eux c'est positif. Voilà. Donc c'est positif pour qui, c'est négatif pour qui. Ben, je veux dire, le livre ici tente de tirer, je veux dire, des, euh, des petites conclusions comme ça. Qu'est-ce que l'Union européenne a apporté à la majorité? Parce qu'on sait très bien qu'il y aura une minorité de riches, bon, qui seront, je veux dire, qui adhèrent au projet libéral de l'Union européenne et donc vont fatalement, comme ça leur réussit, ils vont positiver sur le bilan de l'Union européenne. Contrairement à une majorité de personnes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des oppositions. Hein. Il y aura une majorité de personnes seront contre et une minorité seront pour. Bon, il y aura toujours des personnes qui s'en foutent. Hein. Bon, il y a toujours des personnes neutres.
Voilà, parce que il y a ceux qui sont pour, et quand il y a le pour et le contre, il y a des gens qui s'en foutent du pour et du contre, ils sont neutres. Voilà, donc il y a toujours un troisième chemin, il y en a jamais, c'est jamais du binaire, hein. Parce qu'entre le binaire, il y a toujours quelque chose qui fait que on a toujours une troisième voie, le neutre. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent d'avoir un parti pris ou pas, ils sont neutres. Donc ils ne verront pas, je veux dire, de différence. Voilà. Et alors, donc ici, du fait que certaines nations, la majorité de population de certaines nations, commencent à se dire que euh, qu'est-ce que l'Europe leur a apporté, mais ça fragilise, je veux dire, au niveau politique, l'Union européenne. L'Union européenne, puisqu'en fait, euh, ils ont des idéaux qui ne sont pas rejoints par une population. Or, quand on a des idéaux qui ne rejoignent pas celles de la population, c'est justement les populations qui font qu'on est soutenu par des idéaux. Et donc, on peut défendre ces idéaux. Et donc, fatalement, si on n'est pas soutenu par les populations, une majorité de la population, mais je veux dire, ça commence à fragiliser, je veux dire, les hautes sphères de l'Union européenne qui commencent à se poser des questions, de se dire, bon, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se tromper au niveau de leur façon de faire. Voilà. Et donc, le problème, c'est que quand une institution devient fragile, ben, elle n'est pas à l'abri d'éléments extérieurs. Voilà. Et les éléments extérieurs, ce sont d'autres nations plus puissantes qui peuvent faire vaciller l'Union européenne parce qu'en fait, dès le moment où elle est fragile, bon, il peut y avoir un certain éclatement de part des pays extérieurs, hein, des grands pays, je veux dire, extérieurs. Alors, euh, maintenant, avant de se poser les questions du bilan de Monsieur Quatremer, de Jean Quatremer, et de lire son bouquin, bon, il faut savoir qui est Jean Quatremer, hein. Est-ce que Jean Quatremer est quelqu'un qui parle pour ne rien dire ou il connaît les éléments, je veux dire, à charge, bien sûr, et à décharge de ce qu'il défend. Eh bien, ce monsieur, je crois que c'est un des meilleurs spécialistes, hein, de l'Europe. D'ailleurs, s'il a fait ce bouquin, c'est parce qu'en fait, il savait quoi dire là-dessus. Donc, en fait, on peut lui faire confiance concernant, je veux dire, ses dires. Ses dires, bien sûr, qui sont étayés de preuves, ça d'office. Hein, on peut pas lui en vouloir en tant que de personne qui diffame, parce qu'en fait, il, il sait très bien ce qu'il raconte. Mais c'est que ce monsieur-là, c'est aussi un connaisseur de l'Europe. Donc, en plus d'avoir tiré des preuves, on peut se dire aussi que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans les mécanismes, je veux dire, et les personnalités gouvernantes de l'Union européenne et tout le système, je veux dire, les arcanes, il connaît les arcanes du système de l'Union européenne, avec, bien sûr, les idéaux, s'ils sont bien, s'ils ont été bien, comment est-ce qu'on appelle, et c'est ça son bouquin, si les idéaux ont été bien défendus, et s'ils n'ont pas divergé, et quels sont ces différents idéaux, et quels sont les problèmes qui sont venus, je veux dire, euh, euh, qui sont venus, je veux dire, se greffer euh, à notre époque ici maintenant, à notre époque ici, euh, voilà, des institutions européennes. Voilà. Donc ce monsieur, on va dire que c'est un spécialiste de l'Europe, hein. Donc on ne peut pas dire que, et je dirais un des meilleurs spécialistes de l'Europe, Jean Quatremer, on ne peut pas dire bon, qu'il a, euh, voilà, qu'il a une démarche, je veux dire, factice. Voilà, donc je vous laisse lire ce bouquin-là. Bon, et je répète encore une fois, je n'ai aucun parti pris. Je n'ai aucun parti pris. Par contre, j'ai lu une partie et je peux vous dire qu'il y a des choses, bon, ça d'office, que j'étais au courant déjà à la base, que je pensais déjà moi-même, et que quand j'ai lu certains de bribes de, voilà, de ce bouquin, ben, ça rejoignait, je veux dire, ce que je pensais.
voilà, de certaines idées, mais je n'ai aucun parti pris là-dessus. Voilà, parce que voilà, j'en fais une présentation apolitique, si vous voulez. Apolitique. Apolitique. Si vous entendez bien le A que j'exprime, apolitique. Donc en fait, il n'est pas de... Le but, c'est pas voilà, de fournir des informations politiques. Loin de là, c'est tout simplement pour ceux qui sont eurosceptiques, bon, de savoir certaines choses qui ont été écrites par Jean Quatremer, tout simplement. Mais bon, pour moi, c'est apolitique. Oui, apolitique, si je ne le mets pas comme ceci, voilà. Si je coupe le mot ici, on ne verra pas politique. Voilà, je vous remercie.